Aux yeux de l'idéologie nazie, le monde tournait autour des hommes. C'étaient eux qui travaillaient, pourvoyaient et protégeaient. Ils étaient le pilier de l'Allemagne nazie. Dans une telle société, les femmes avaient un rôle particulier. Il était attendu d'elles qu'elles remplissent des rôles alignés avec l'idéologie du régime qui se concentrait sur le concept de Kinder, Küche, Kirche, enfant, cuisine, église. Cette phrase résumait la croyance que les principaux devoirs d'une femme étaient d'avoir des enfants, de gérer le foyer et de maintenir les valeurs morales au sein de la famille, des rôles que les nazis considéraient comme vitaux pour la survie de la nation. Des organisations comme la NS-Frauenschaft, Ligue des femmes nationales socialistes, jouèrent un rôle crucial à cet égard. Elles fournissaient une formation et une éducation pour préparer les femmes à leurs devoirs en tant qu'épouses et mères. Cette formation comprenait des cours de cuisine, de ménage, d'éducation des enfants et de gestion des finances du foyer. La structure de la NS-Frauenschaft reflétait celle du parti nazi, avec des dirigeantes à plusieurs niveaux, régionales, de districts, locales, cellules et blocs, qui rendèrent compte à leurs homologues masculins. Cette structure assurait que les femmes travaillaient dans le cadre établi par la direction du parti dominé par les hommes. La NS-Frauenschaft joua un rôle significatif dans le processus de Gleichschaltung, la politique nazie de coordination et de consolidation du contrôle sur tous les aspects de la société. L'organisation mettait l'accent sur l'importance de la maternité, encourageant les femmes à avoir plusieurs enfants pour renforcer la race aryenne. Les programmes de formation dans le service des mères du Reich enseignaient aux femmes les soins aux enfants dans le contexte de la santé héréditaire et des lois raciales. D'autres sections, telles que l'économie nationale, économie domestique et le service auxiliaire, fournissaient une formation pratique sur la gestion du foyer, la protection contre les bombardements et les projets de bien-être social. Ce programme visait à inculquer les valeurs nazies dans les activités quotidiennes, assurant que les femmes contribuaient aux objectifs du régime dans leur rôle de mère et de ménagère. La NS-Frauenschaft avait également pour objectif de créer un sentiment de communauté entre les femmes allemandes, en promouvant le concept de Volksgemeinschaft, communauté du peuple. À travers l'aide voisinage, les femmes se soutenaient mutuellement, en particulier pendant la guerre. Cette initiative consistait à aider aux tâches ménagères, à la garde des enfants et à soutenir les familles touchées par les bombardements. L'objectif était de favoriser un esprit de coopération et d'entraide, renforçant l'idée que le bien-être de la communauté était primordial. Cependant, à mesure que l'économie croissait et que les exigences de la guerre augmentaient, il était nécessaire que les femmes comblent les vides laissés par les hommes enrôlés. À la fin des années 1930 et pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses femmes furent rappelées sur le marché du travail, en particulier dans des rôles jugés appropriés à leur nature biologique, tels que le travail agricole, social ou domestique. Malgré cela, le régime maintenait que le rôle principal des femmes devait être à la maison, à s'occuper de leur famille et à élever les enfants. Malgré l'accent mis sur les rôles traditionnels, le début de la guerre vit un changement significatif dans les politiques du régime envers les femmes. À mesure que la guerre avançait, le besoin de main-d'œuvre augmenta de façon spectaculaire, ce qui conduisit à la mobilisation des femmes dans plusieurs secteurs de l'industrie critique pour l'effort de guerre. Malgré les préoccupations idéologiques concernant les femmes travaillant hors du foyer, les besoins économiques prirent le pas et les femmes durent occuper les postes vacants par les hommes qui avaient été recrutés dans l'armée. Cette participation fut cruciale pour soutenir la machine de guerre nazie et l'économie pendant les années de guerre. Le bilan des victimes sur le front de l'Est modifia encore la position des femmes dans la société nazie. Avec chaque homme nécessaire au front, leurs épouses, sœurs et fiancées durent les remplacer là où c'était possible. La patrie avait besoin que tous servent, même si cela signifiait que les femmes devaient jouer des rôles auparavant réservés strictement aux hommes. Comme le temps le démontrerait, cela montra que non seulement les femmes n'étaient pas exclusivement le sexe le plus doux, mais qu'elles pouvaient aussi être des nazis plus ferventes que les hommes. Malgré la division claire des rôles dans la société en masculin et féminin, le régime nazi insista pour que tout le monde soit endoctriné avec son idéologie. Le rôle principal dans la création des femmes nazies fut joué par la Ligue des jeunes filles allemandes, le Bund Deutscher Mädel, BDM. En 1939, l'adhésion aux jeunesses hitlériennes, qui incluait le BDM,
était inévitable tant pour les garçons que pour les filles. Il était attendu de tous les jeunes Allemands qu'ils rejoignent leurs organisations respectives, où ils seraient endoctrinés dans l'idéologie, la culture et les principes nazis. L'adhésion au BDM était restreinte aux filles de pure ascendance aryenne, qui devaient fournir des preuves de leur ascendance. Celles qui remplissaient ces critères stricts prêtaient un serment personnel de loyauté à Hitler. Elles étaient ensuite envoyées dans des camps d'entraînement du BDM, des installations hautement structurées et militaristes. Là-bas, les filles devaient respecter des horaires stricts comprenant des routines d'exercice, des marches et des discussions politiques. Il était attendu que les filles travaillent dur, maintiennent leur apparence et suivent les ordres avec précision. Le BDM créa une sororité entre les filles, avec un lien commun d'être des femmes dans le Troisième Reich. En même temps, il ne favorisait ni l'initiative ni les nouvelles idées. L'éducation était confinée aux matières approuvées par le parti, ce qui conduisit à une génération de femmes semi-alphabètes qualifiées seulement pour des tâches simples. Cependant, la pierre angulaire de l'endoctrinement du BDM était la formation à la loyauté absolue envers Adolf Hitler et les principes du national-socialisme. Il était exigé que les filles du BDM apprennent une large gamme de sujets liés à l'idéologie nazie. Il était attendu qu'elles connaissent des informations détaillées sur Hitler et ses parents, le parti nazi et, en particulier, l'œuvre de sa vie Mein Kampf, la Bible nazie. Les professeurs des camps parlaient aux filles de la grandeur de la race allemande. Elles étaient enseignées à ne pas avoir de compassion pour les ennemis de leur race, les Juifs étant présentés comme la menace la plus grave pour l'avenir de l'Allemagne. La peur était souvent utilisée comme outil pour renforcer ces enseignements, faisant croire aux filles que leur survie dépendait de l'élimination de tous les éléments raciaux indésirables. Filles de l'obscurité, les femmes qui ont soutenu le régime nazi. Paradoxalement, des organisations comme la NS-Frauenschaft et le BDM devinrent un terreau pour des femmes qui s'éloignaient de leur rôle traditionnel de mère et de femme au foyer. Les femmes dans l'Allemagne nazie commencèrent à jouer divers rôles qui soutenaient et maintenaient le régime vicieux. Elles étaient impliquées dans des postes administratifs, participaient à des activités sanctionnées par l'État, comme le programme Lebensborn, contribuaient à l'effort de guerre et faisaient partie de la propagande nazie. Le programme Lebensborn fut l'une des activités sanctionnées par l'État dans lesquelles les femmes furent fortement impliquées. Ce programme avait pour objectif d'augmenter le taux de natalité d'enfants aryens. Les femmes étaient encouragées à avoir des enfants pour l'État et celles qui le faisaient étaient souvent louées comme des modèles de fertilité. Le programme incluait la création d'écoles de fiancés du Reich, qui formaient les jeunes femmes à devenir des épouses idéales pour les officiers des SS. Ces écoles enseignaient des compétences domestiques, la théorie raciale et la génétique. Les jeunes femmes étaient endoctrinées dans le culte du national-socialisme pour servir leurs hommes et jurer fidélité au parti. Les femmes jouèrent également un rôle crucial dans la propagande nazie. Magda Goebbels, épouse de Joseph Goebbels, fut présentée comme la mère et la femme au foyer aryenne parfaite dans les publications de propagande. La réalisatrice Leni Riefenstahl produisit certains des films de propagande nazie les plus célèbres, dont Le Triomphe de la volonté. D'autres femmes, comme l'actrice Sarah Leander et l'aviatrice Hannah Reitsch, furent célébrées dans la propagande nazie pour leur contribution au régime. Gertrude Scholz-Klink, leader de la Ligue des femmes nazies, fut l'une des femmes les plus en vue du régime nazi. Elle était responsable de promouvoir les idéaux nazis parmi les femmes allemandes et d'organiser leur contribution à l'État. Malgré sa position élevée, elle était décrite comme une figure décorative, un simple outil de la direction dominée par les hommes. Scholz-Klink préconisait que les femmes renoncent à leurs intérêts et ambitions personnelles pour servir leur maître masculin, reflétant la vision du régime sur les rôles des femmes. Le régime nazi manipula et utilisa les femmes pour soutenir ses objectifs tout en leur refusant tout pouvoir ou influence significative. Les femmes étaient encouragées à participer de manière à renforcer les rôles de genre traditionnels et à soutenir les besoins de l'État, que ce soit par le travail administratif, la participation au programme Lebensborn, la contribution à l'effort de guerre ou la diffusion de la propagande. Malgré leur contribution, les femmes étaient maintenues dans des positions subordonnées et utilisées pour faire avancer les objectifs du régime sans leur accorder un véritable pouvoir ou reconnaissance.
Plus influentes dans le fonctionnement de la machine d'extermination nazie étaient les femmes personnellement liées aux officiers nazis masculins. Il s'agissait principalement des épouses des officiers des SS. Les futures épouses des SS devaient passer par un processus rigoureux pour évaluer leur aptitude. Elles assistaient à un cours de maternité de 6 semaines et devaient fournir la preuve d'une lignée aryenne irréprochable, traçable sur plusieurs générations. Les questionnaires incluaient des questions sur la personnalité de la fiancée, la stabilité financière de la famille et son engagement envers la cause nationale socialiste. Himmler imaginait le soldat idéal des SS comme un Siegfried moderne, possédant les vertus des chevaliers teutoniques et un spécimen de perfection aryenne. Ce soldat idéal nécessitait un partenaire adéquat pour produire une descendance aryenne parfaite. Les devoirs d'une épouse des SS étaient clairs. Bien que 240 000 femmes aient rejoint les SS en épousant un des membres de l'élite d'Himmler, elles connaissaient la fonction et les obligations des SS. Elles étaient conscientes que l'objectif principal de l'organisation était de subjuguer et d'asservir les races inférieures dans l'Est occupé. Leur rôle dans la hiérarchie naturelle des sexes était de fournir une attitude intérieure à la famille, de soutenir ceux que l'homme créait et d'élever de futurs guerriers nazis. Cependant, pour certaines des épouses des SS, cela ne suffisait pas. Elles utilisèrent leur position pour satisfaire des tendances sadiques et, parfois, elles étaient encore plus brutales que leurs maris. L'une d'elles fut Vera Wolloff, une nazie fanatique qui accompagna son mari dans les territoires occupés pour assister et participer à l'oppression et à l'extermination des populations locales. Le 25 août 1942, Vera rejoignit son mari pour une lune de miel tardive. À cette époque, son mari, le capitaine Julius Wolloff, était engagé avec le bataillon de police Sentin dans une « action » pour rassembler les juifs polonais du ghetto de Miedzierzek Podlaski et les transporter à Treblinka. Bien qu'elle fût enceinte de 4 mois, elle accompagna son mari et participa même activement aux brutalités, ne montrant aucune sympathie pour les victimes. D'autres femmes présentes incluaient les épouses d'officiers nazis et des infirmières de la Croix-Rouge. Cependant, Vera fut la seule à tourmenter les victimes, se promenant parmi elles avec un fouet. Son comportement était perturbant même pour les hommes de l'unité de son mari, qui détestaient sa présence. Son mari, le capitaine Julius Wolloff, connu sous le nom de Petit Rommel en raison de son importance personnelle, n'était ni aussi antisémite ni aussi sadique que sa femme. Après le massacre, le commandant du bataillon, le major Trapp, exprima sa désapprobation de la présence des épouses des officiers lors de telles opérations, en particulier des femmes enceintes. Il ne savait pas que Vera n'était pas une simple spectatrice innocente, mais une participante active aux atrocités. Malgré sa désapprobation, Vera continua de participer à plusieurs autres actionen dans les semaines suivantes. Elle mourut avant la fin de la guerre. Ange de la mort, les femmes nazies dans les atrocités médicales. Imprégnées de l'idéologie nazie, de nombreuses filles et femmes participèrent activement aux activités criminelles du régime. Comme leurs homologues masculins, elles devinrent également le visage hideux de l'Allemagne nazie. L'une des professions dans lesquelles les femmes excellaient pour maintenir les valeurs nazies était celle du personnel médical. Les doctoresses et infirmières jouèrent un rôle important dans les programmes médicaux nazis, particulièrement dans l'euthanasie et les expériences médicales. Ces femmes opéraient sous un code d'éthique différent, priorisant la santé de l'État sur les soins des patients individuels. Ce code impliquait que les personnes malades ou handicapées étaient considérées comme des fardeaux qui devaient être éradiqués pour le bien supérieur de la race aryenne. Un exemple marquant est Irmgard Huber, une chef infirmière à Hadamar, une installation où environ 15 000 personnes furent tuées par injection létale ou gazées dans le sous-sol. Huber affirmait qu'elle avait été forcée de participer et essayait de maintenir une apparence de soin en donnant des gâteaux aux enfants avant qu'ils ne soient tués. Malgré son apparente contrition pour les victimes, elle participa à la sélection des patients pour l'euthanasie, contrôla les drogues et falsifia les certificats de décès. Huber fut finalement jugé pour son rôle, recevant une peine de 25 ans de prison qui fut prolongée de 8 ans supplémentaires par un tribunal allemand. Une autre infirmière, Pauline Kneissler, fut également impliquée dans les meurtres à Hadamar et on pense qu'elle tua des soldats allemands blessés sur le front russe.
Kneissler, connu pour son indifférence au sort de ses patients, participa à l'euthanasie de près de 10 000 patients dans l'asile du château de Grafenegg. Elle était responsable de la sélection des « mangeurs inutiles » pour être transportés et gazés. La participation féminine s'étendait au-delà de l'euthanasie aux expériences médicales. Ces expériences étaient souvent réalisées dans des camps de concentration, où les femmes étaient soumises à des traitements horribles sous le prétexte de recherche médicale. Les infirmières assistèrent les docteurs dans ces expériences, qui incluaient des procédures de stérilisation, des tests sur les effets de diverses drogues et l'exposition à des maladies pour étudier leur progression. La tragédie est que la participation des professionnels médicaux à ces programmes ne se limitait pas à quelques personnes. Il y avait un grand nombre de femmes dans les domaines de l'infirmerie et de la médecine qui embrassèrent l'idéologie nazie, croyant que leurs actions étaient nécessaires pour la santé de l'État. Leurs actions faisaient partie d'une politique d'État plus large qui cherchait à maintenir la pureté de la race aryenne par l'élimination de ceux considérés comme indignes de vivre. Ce système de croyance leur permettait de réconcilier leur rôle de soignante avec leur participation à des meurtres et tortures généralisées. Probablement la femme la plus notoire connue pour ses cruelles expériences médicales pendant l'ère nazie fut Hertha Oberhäuser. Enfant, Hertha montrait un tempérament mauvais, mais rien qui ne s'approchait de la méchanceté qu'elle démontrerait plus tard. Elle rejoignit la Ligue des jeunes filles allemandes, BDM, et dès son plus jeune âge, elle était intéressée à devenir docteur. Hertha obtint son diplôme de l'école de médecine de Bonn en 1937, se spécialisant en dermatologie. En tant qu'interne médicale, elle rejoignit le parti nazi. Malgré ses qualifications, elle n'avait pas de licence complète pour exercer la médecine sans supervision. En 1940, Hertha devint assistante de Karl Gebhardt, le chirurgien en chef des SS et médecin personnel d'Heinrich Himmler. En 1942, elle et Gebhardt étaient engagés dans la réalisation d'expériences dans le camp de concentration de Ravensbrück. Leurs expériences consistaient à infecter les plaies des prisonniers avec des objets tels que du bois, des clous rouillés, du verre, de la terre, de la sciure de bois et même des excréments humains. Ces infections, dans les conditions insalubres du camp, conduisaient souvent à une douleur sévère, des plaies purulentes, la gangrène et presque toujours la mort, sans aucun traitement pour soulager la souffrance. Gebhardt justifiait ces expériences en prétendant qu'ils apprenaient comment traiter les blessures sur le champ de bataille. Évidemment, avec des antibiotiques disponibles, de telles pratiques barbares étaient totalement inutiles. En plus de ces expériences barbares, Gebhardt et Hertha Oberhäuser réalisèrent également des expériences de transplantation d'os, de muscles et de nerfs. Comme si cela ne suffisait pas, Hertha Oberhäuser étendit ses cruelles expériences aux enfants du camp. Elle leur injectait de l'huile et de l'évipane, un anesthésique, puis procédait à retirer leurs organes vitaux et membres alors qu'ils étaient encore conscients. Dans de telles conditions, les enfants mouraient en 3 à 5 minutes. Ces expériences n'avaient aucun but médical et étaient purement pour le plaisir sadique. De plus, Hertha injectait de la poudre de verre aux adultes et aux enfants, un procédé qui causait une souffrance extrême. Une victime se souvint comment Oberhäuser fit une grande incision dans sa jambe, exposa le tibia et l'enferma dans un plâtre, forçant la victime à marcher sur le membre infecté. Toutes les pratiques médicales d'Hertha Oberhäuser étaient marquées par un plaisir sadique à infliger de la douleur. Elle enlevait souvent des taches sur la peau, telles que des grains de beauté et des marques de naissance sans aucune anesthésie. Après la guerre, Hertha Oberhäuser se retrouva dans le procès des médecins de Nuremberg. Étonnamment, elle échappa à la peine de mort et fut condamnée à 20 ans de prison, réduite à 5 ans en raison du temps purgé. Après sa libération en 1952, elle reprit sa pratique comme docteur jusqu'à ce que sa licence médicale soit révoquée. Elle vécut dans l'anonymat jusqu'à sa mort en 1978. Karl Gebhardt, son supérieur, fut pendu pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en 1948. Les 35 femmes qui survécurent aux expériences réalisées par Oberhäuser et Gebhardt souffrirent de douleurs et de handicaps à vie. Beaucoup ne purent comprendre comment Oberhäuser évita la peine de mort. C'était une peine justifiée par ses actions, qui démontrèrent que le mal n'était pas confiné seulement aux hommes.
Malgré son apparence ordinaire, Hertha Oberhäuser devint un symbole de la cruauté extrême du personnel médical nazi. Reine de la cruauté, les gardiennes féminines des camps de concentration nazis. Aussi difficile que cela puisse paraître à imaginer, les atrocités commises par le personnel médical féminin nazi ne se comparent pas aux horreurs perpétrées par les gardiennes féminines dans les camps de concentration. Au début, le rôle de gardien dans les camps de concentration était réservé exclusivement aux hommes. De nombreuses femmes allemandes qui entrèrent dans le système des camps de concentration nazis le firent pour combler les postes vacants causés par la pénurie de main-d'œuvre, car il fallait plus d'hommes pour se battre sur divers fronts. Cependant, il est important de noter que les femmes occupèrent ces rôles sans y être forcées. Elles étaient motivées par un sentiment de devoir envers le Reich. Ces femmes provenaient principalement des classes inférieures de la société allemande. Elles incluaient des coiffeuses, des matrones d'hôpitaux, des conductrices de tramway, des enseignantes retraitées et d'autres. Elles furent recrutées par le biais d'annonces dans les journaux qui portèrent souvent le titre « Montrez votre amour pour le Reich », spécifiquement destiné aux femmes. Encore une fois, le BDM fut essentiel pour former une armée de femmes impitoyables et sans cœur. À travers son programme d'endoctrinement, les instructeurs du BDM enseignaient aux adolescentes et aux jeunes femmes à ne ressentir ni pitié, ni remords, ni compassion pour ceux qui étaient sous leur contrôle dans les camps de concentration. Certaines se portèrent volontaires avec enthousiasme, seulement pour être écrasées par l'expérience. Elles ne pouvaient supporter la vue des enfants conduits à une mort certaine dans les chambres à gaz. Pour prospérer dans un tel environnement, il fallait être un individu particulièrement dur, dévoué et sans pitié. Il y eut plusieurs camps d'extermination où les femmes servirent en tant que gardiennes, les soi-disant Aufseher. Les plus notables de ces camps étaient Auschwitz-Birkenau, Ravensbrück, Majdanek, Bergen-Belsen et Sobibor. Dans ces camps, les hommes des SS occupaient tous les postes supérieurs, tandis que les femmes étaient employées comme gardiennes et leur étaient subordonnées. Himmler ne tolérait pas l'admission des femmes dans les SS, mais une fois la guerre en cours, il finit par accepter un compromis en leur accordant l'admission en tant qu'auxiliaire des SS, Gefolge. La paradoxe est que la majorité du personnel féminin dans les camps étaient des volontaires et affirmaient n'avoir aucune affiliation ou intérêt politique particulier, et beaucoup n'étaient même pas membres du parti. Presque toutes étaient des femmes célibataires qui avaient été attirées par la perspective d'un emploi sûr avec un salaire raisonnable, un logement gratuit, des repas réguliers et la possibilité de gravir les échelons. Peu d'entre elles avaient des qualifications professionnelles ou académiques et presque toutes provenaient des classes sociales les plus basses, sans perspective de meilleur salaire ou de sécurité d'emploi dans le monde extérieur. Leur manque d'éducation et leurs antécédents défavorisés les rendaient, dans certains cas extrêmes, vindicatives, ce qui les rendait plus susceptibles de décharger leur frustration sur les femmes sans défense sous leur garde. Les conditions dans les camps étaient extrêmement dures. Les installations sanitaires et d'hygiène étaient rudimentaires, et les conditions de vie surpeuplées et sans chauffage étaient inadaptées même pour les animaux. Les femmes étaient entassées dans des baraquements semblables à des poulaillers où les maladies proliféraient sans contrôle, et étaient même considérées comme un moyen pratique d'éliminer celles qui n'étaient pas aptes au travail. Celles qui n'étaient pas éliminées par les maladies devaient survivre à la soif, à l'hypothermie et à la malnutrition. Les autres étaient tuées, exécutées par pendaison, injection létale, gaz ou fusillade dans les 3 passages connus sous le nom de « galerie de tir ». Le plus grand camp de concentration spécifiquement pour femmes fut Ravensbrück, qui servit de modèle pour le camp de femmes à Auschwitz. Initialement, il fut construit pour accueillir 5000 prisonniers, mais il s'étendit rapidement à 40 sous-camps qui contenaient 45 000 prisonniers. Avec la surpopulation vint une détérioration marquée des conditions de vie et une augmentation des exécutions et des meurtres aléatoires. En avril 1941, un camp séparé pour adolescentes cataloguées comme délinquantes fut ouvert à Uckermark. On estime qu'il y avait également 800 enfants vivant derrière les barbelés, certains nés dans le camp. Le camp fut également un terreau pour certaines des gardiennes les plus impitoyables de l'Allemagne nazie, des femmes connues pour des actes diaboliques que l'esprit humain normal peut à peine imaginer. Hertha Botte, la gardienne brutale des camps de concentration nazis,
L'une d'elles fut Herta Botte, née le 8 janvier 1921 à Tetterow, en Mecklembourg. Herta grandit pendant l'ascension du parti nazi et fut exposée à ses idéologies. Elle avait une éducation limitée et aurait pu avoir des problèmes d'alphabétisation. Initialement, elle travailla dans divers emplois, y compris comme travailleuse domestique, avant de décider de se former comme infirmière. Cependant, sa formation comme infirmière fut brève, et elle vit bientôt dans le travail pour les SS dans la structure des camps une opportunité d'améliorer son statut socio-économique. À la fin de 1942, Botte fut recrutée pour travailler comme Aufseherin à Ravensbrück. Au cours de sa carrière en tant que gardienne, elle travailla à Stutthof, Bromberg et finalement arriva à Bergen-Belsen. À Bergen-Belsen, Botte supervisait environ 60 prisonniers, tant hommes que femmes, qui étaient utilisés pour des travaux forcés dans le commando du bois, le département assigné à la collecte, à la coupe et au transport du bois. Les obligations de Botte incluaient de s'assurer que le bois était livré à la cuisine et à d'autres zones du camp. Elle partageait des quartiers avec d'autres gardiennes féminines. Plusieurs survivants racontèrent que Botte frappait les prisonniers avec ses poings et avec des morceaux de bois pour des infractions mineures comme voler des restes de nourriture ou du bois. Elle admit avoir giflé les prisonniers, mais nia avoir utilisé une force extrême ou des objets autres que ses mains. Malgré cela, de nombreux survivants témoignèrent qu'elle infligeait de sévères coups. Lors de son procès, qui commença le 17 septembre 1945 et dura jusqu'au 17 novembre 1945, Botte insista sur le fait qu'elle ne faisait que suivre les ordres et ne dénonçait pas toujours les actions des prisonniers, choisissant à la place de les gifler elle-même. Un survivant allégua que Botte frappa à mort une juive hongroise nommée Eva avec un bloc de bois. Malgré ses affirmations au procès selon lesquelles elle ne portait jamais d'armes, de nombreux survivants témoignèrent que Botte tirait sur les prisonniers pour le sport pendant qu'ils portaient leur ration de nourriture. L'avocat de la défense de Botte argumenta qu'elle était jeune et avait grandi sous le régime nazi, donc qu'elle n'était pas complètement responsable de ses actions. Il soutenait que Botte ne pouvait être comparée à d'autres gardiens directement responsables de meurtres. Finalement, Botte fut déclarée coupable de crimes de guerre à Bergen-Belsen et condamnée à 10 ans de prison, mais elle fut libérée après avoir purgé seulement 6 ans en décembre 1951. Plus tard dans sa vie, Botte donna des interviews où elle parlait de son temps dans les camps, niant toute responsabilité pleine de ses actions et affirmant qu'elle-même aurait été prisonnière si elle n'avait pas agi comme elle l'avait fait. Elle mourut en l'an 2000 sans montrer aucun remords pour les choses qu'elle avait faites. Ilse Koch, la sorcière de Buchenwald. Une autre Aufseherin, Ilse Koch, connue sous le nom de la sorcière de Buchenwald, était notoire pour sa cruauté extrême envers les prisonniers. En tant qu'épouse de Karl Otto Koch, le commandant du camp de concentration de Buchenwald, Ilse Koch avait une présence puissante et redoutée dans le camp. Elle n'était pas seulement une gardienne, mais un symbole de terreur pour les détenus. Le traitement qu'Ilse Koch réservait aux prisonniers était un véritable exemple de sadisme et de brutalité. Elle montait souvent à cheval dans le camp, portant un fouet. En chevauchant, elle fouettait les prisonniers sans la moindre provocation. Cet acte à lui seul inspirait la peur parmi les détenus, qui ne savaient jamais quand ou pourquoi elle pourrait les attaquer. L'une des accusations les plus horribles contre Ilse Koch fut sa prétendue pratique de sélectionner des prisonniers en fonction de leurs tatouages. Elle avait un intérêt particulier pour les tatouages uniques et décoratifs. Les prisonniers avec de tels tatouages étaient sélectionnés et leur sort était sombre. Ceux prisonniers étaient tués et leur peau tatouée était retirée. La peau était supposément utilisée pour fabriquer des abat-jours, des couvertures de livres et d'autres articles. Cette pratique macabre lui valut le surnom de la sorcière de Buchenwald. Ilse Koch était également connue pour son tourment psychologique envers les prisonniers, les forçant à réaliser des tâches humiliantes et dégradantes. Par exemple, elle obligeait les prisonniers à s'agenouiller et à aboyer comme des chiens, se moquant d'eux et prenant plaisir à leur humiliation. Ces actions étaient conçues pour briser l'esprit des prisonniers et affirmer sa domination sur eux. À une occasion, un survivant a raconté comment Ilse Koch avait ordonné à un groupe de prisonniers de creuser une grande fosse. Une fois la fosse creusée, elle leur a fait la remplir à nouveau, pour ensuite leur ordonner de la redéfaire.
Cet exercice inutile et épuisant était une autre forme de torture psychologique, démontrant son pouvoir de faire réaliser aux prisonniers des travaux insensés à son gré. Lorsqu'elle s'ennuyait, il s'appelait souvent les prisonniers dans son bureau sous prétexte d'avoir besoin d'aide, uniquement pour les maltraiter. Son comportement imprévisible signifiait que les prisonniers ne savaient jamais à quoi s'attendre, augmentant ainsi leur état constant de peur et d'anxiété. Le procès d'Ilse Koch, après la guerre, révéla au grand jour bon nombre de ces atrocités. Comme on pouvait s'y attendre, Ilse Koch nia sa participation à tout acte de cruauté. Elle se présenta comme une victime de fausses accusations, affirmant qu'elle était simplement une épouse suivant les ordres de son mari. Cependant, les témoignages des survivants étaient accablants. Ils la décrivaient comme une participante active et volontaire aux horreurs de Buchenwald. Bien que la Cour de la Commission militaire des États-Unis ait initialement condamné Ilse Koch à la réclusion à perpétuité, sa peine fut réduite à seulement 4 ans, ce qui provoqua un grand tollé public. Malheureusement pour Ilse, le jour même de sa libération de prison en 1949, elle fut arrêtée par les autorités allemandes. Lors d'un nouveau procès, elle fut à nouveau condamnée à la réclusion à perpétuité. Koch se pendit dans la prison pour femmes d'Aichach le 1er septembre 1967, à l'âge de 60 ans. Dans ses derniers jours, elle souffrait de délire, croyant que les survivants du camp viendraient dans sa cellule pour l'abuser. Irma Grese, la hyène d'Auschwitz. Irma Grese fut l'une des gardiennes les plus infâmes des camps de concentration nazis, connue pour sa cruauté extrême et son comportement sadique. Elle est née le 7 octobre 1923 à Wreschen, près de Mecklembourg en Allemagne, et grandit dans une famille de travailleurs agricoles. Sa mère se suicida lorsqu'Irma avait 12 ans, ce qui eut probablement un impact significatif sur elle. Pendant son adolescence, elle fut profondément influencée par la propagande nazie. Malgré la désapprobation de son père, elle était déterminée à rejoindre les organisations nazies. À l'âge de 15 ans, Irma quitta l'école et commença à chercher du travail. Bien qu'elle ait travaillé comme employée dans une ferme laitière et comme vendeuse, elle voulait vraiment devenir infirmière. Finalement, elle termina en travaillant comme assistante infirmière à l'hôpital de Hohenlychen, où elle fut témoin de vivisection de prisonniers de Ravensbrück. Le contact avec le docteur nazi Karl Gebhardt aida Irma à obtenir un poste d'Aufseherin dans le camp de concentration de Ravensbrück. Malgré ses affirmations ultérieures d'avoir été recrutée, il était évident qu'elle s'était portée volontaire pour le poste. Grese commença sa formation en tant qu'Aufseherin à l'été de 1942 et fut rapidement reconnue pour son potentiel par les officiers supérieurs. Son ascension dans la hiérarchie des SS fut rapide, et en 1943, elle était employée à Auschwitz-Birkenau, supervisant des milliers de prisonnières. À Auschwitz, Irma Grese se fit rapidement connaître pour son traitement impitoyable et violent des prisonniers. Elle portait régulièrement un fouet qu'elle utilisait pour frapper sans pitié les détenus. Ces victimes étaient souvent des jeunes femmes qu'elle attaquait avec une cruauté particulière. Les coups de Grese étaient brutaux et injustifiés, et elle semblait tirer une grande satisfaction de la souffrance qu'elle infligeait. Les prisonniers vivaient dans une peur constante de ces accès de colère imprévisibles et sauvages. Grese appréciait également le tourment psychologique. Elle forçait les prisonniers à rester debout pendant des heures dans un froid glacial, sachant que beaucoup souffriraient de graves engelures ou même mourraient d'exposition. Cette méthode était conçue pour pousser les victimes au bord du désespoir et briser leur esprit. Un tel comportement impitoyable lui valut le surnom de « la hyène d'Auschwitz ». L'un des aspects les plus horribles de la cruauté de Grese fut sa participation aux expériences médicales. Elle travaillait en étroite collaboration avec les docteurs nazis en tant que personne responsable de la sélection des prisonniers pour leurs expériences. Elle choisissait souvent ceux qui étaient déjà faibles ou malades. Ces victimes étaient soumises à des traitements agonisants et souvent mortels, et Grese ne montrait aucun remords pour leur souffrance. Sa participation à ces expériences soulignait son mépris total pour la vie humaine. De même, Grese joua un rôle actif dans le processus de sélection pour les exécutions. Elle choisissait froidement et méthodiquement les prisonniers qui seraient envoyés dans les chambres à gaz ou soumis à d'autres formes d'exécution. Lorsqu'elle fut transférée à Bergen-Belsen,
Grèce continua avec sa brutalité. Ce camp était connu pour ses conditions horribles, et les actions de Grèce n'ajoutaient que plus de misère aux prisonniers. Elle continuait de frapper et de torturer les détenus, ne montrant aucune compassion même lorsque le camp sombrait dans le chaos. Les survivants de Bergen-Belsen racontèrent comment Grèce lâchait ses chiens sur les prisonniers, observant avec satisfaction les animaux attaquer des personnes sans défense. Elle semblait obtenir un plaisir pervers à voir souffrir les prisonniers. Lorsque les Britanniques libérèrent Bergen-Belsen, Grèce fut arrêtée avec d'autres membres du personnel du camp. Lors de son procès, de nombreux témoins se présentèrent pour témoigner contre elle, décrivant en détail les horreurs qu'ils avaient endurées sous son commandement. Étonnamment, Grèce tenta de justifier ses actions en blâmant les prisonniers pour l'avoir provoquée. Elle ne montra aucun remords, insistant sur le fait que ces mesures brutales étaient nécessaires pour maintenir l'ordre. La veille de son exécution, elle passa le temps à chanter des chansons nazies avec une autre Officerin, Johanna Bormann. Les actions de Grèce, pendant son temps en tant qu'Officerin, la rendirent l'une des figures les plus redoutées et méprisées des camps de concentration nazis. Johanna Bormann, la bête de Bergen-Belsen. Sa compagne de cellule, Johanna Bormann, est née le 10 septembre 1893 à Birkenfeld, en Prusse orientale. Elle ne s'est jamais mariée. Lors de son procès, Bormann a déclaré qu'elle travaillait pour les SS pour gagner plus d'argent, mais elle semblait aussi très seule et amère. Bormann avait plus de 50 ans lorsqu'elle a été arrêtée. Elle n'était pas attrayante et ne correspondait pas à l'idéal féminin nazi. Avant de devenir gardienne, Bormann a travaillé dans un asile d'aliénés, ne gagnant qu'entre 15 et 20 marks par mois. En mars 1938, elle a rejoint les SS en tant qu'employée civile pour augmenter ses revenus. Elle gagnait plus de 150 marks par mois en travaillant dans les camps. Johanna Bormann a commencé à Ravensbrück comme aide-cuisinière et est ensuite devenue Officerin. Le 15 mai 1943, elle a été affectée à Auschwitz, où elle a probablement participé à des sélections pour le docteur Joseph Mengele, bien qu'elle l'ait nié lors de son procès. Elle a ensuite été envoyée à Birkenau, puis à Budi, un sous-camp d'Auschwitz. Le traitement de Johanna Bormann envers les prisonniers était marqué par une extrême cruauté et brutalité. Elle a acquis la réputation d'être l'une des gardiennes les plus redoutées des camps de concentration où elle a servi. Ces méthodes de punition et de torture étaient à la fois physiques et psychologiques, ce qui en faisait l'une des figures les plus détestées parmi les détenus. Bormann utilisait souvent son grand chien comme instrument de terreur. Les survivants ont raconté de nombreuses occasions où elle lâchait son chien sur les prisonniers, causant des blessures graves et, dans certains cas, la mort. La simple présence de Bormann et de son chien suffisait à inspirer la peur parmi les prisonniers. Elle lâchait son chien sur les prisonniers pour diverses raisons, y compris pour des infractions mineures ou simplement pour affirmer sa domination. Un récit particulièrement déchirant impliquait Bormann lâchant son chien sur une détenue de 18 ans nommée Regina. Le chien a attaqué Regina de manière brutale, lui déchirant les jambes. Les blessures de Regina sont restées sans traitement, ce qui a entraîné des infections graves et sa mort éventuelle. Un autre survivant a raconté comment Bormann a lâché son chien sur une prisonnière qui avait 16 règles pendant un appel, un acte particulièrement cruel étant donné que la prisonnière était déjà en situation de vulnérabilité et de douleur. Bormann ne terrorisait pas seulement les prisonniers avec l'aide de son chien. Elle frappait fréquemment les détenus avec une matraque en caoutchouc ou avec ses poings. Les survivants ont témoigné qu'elle se montrait souvent particulièrement cruelle envers les femmes pour des infractions mineures, comme voler un morceau de nourriture ou ne pas effectuer les tâches à sa satisfaction. Ce coups étaient si brutaux que dans de nombreux cas, elle faisait perdre des dents aux prisonniers. Bormann a nié ces accusations lors de son procès, affirmant qu'elle ne donnait que de légères gifles aux prisonniers, mais les témoignages des survivants brossaient un tableau très différent. L'une des formes de punition les plus légères consistait à obliger les prisonniers à faire des exercices épuisants pendant des heures sans aucune provocation. Ce traitement était particulièrement dur pour les détenus déjà affaiblis et mal nourris. Bormann semblait prendre plaisir à la souffrance de ses victimes, souriant ou riant souvent en infligeant de la douleur. Bormann a également participé au processus de sélection à Auschwitz, bien qu'elle l'ait nié lors de son procès.
Les sélections étaient une procédure sombre au cours de laquelle les prisonniers étaient choisis pour une exécution immédiate ou pour des expériences médicales. La participation de Bormann à ces sélections a accru sa notoriété parmi les détenus, car être sélectionné signifiait souvent une condamnation à mort ou un sort tout aussi horrible. Les Britanniques ont capturé Bormann en avril 1945. Elle a été contrainte d'aider à retirer les corps des camions et à les transporter dans des fosses communes avant d'être transférée en prison. Lors du procès, l'accusation a présenté des preuves des coups de Bormann et de sa participation aux sélections. Son avocat de la défense a soutenu que les témoins avaient exagéré les affirmations contre Bormann et son chien. Il a affirmé que Bormann ne travaillait pour les SS que parce qu'elle avait besoin de plus d'argent et d'un sentiment d'appartenance. Il a également soutenu que Bormann, étant petite et fragile, n'aurait pas pu frapper les prisonniers comme on le prétendait. Malgré les arguments de la défense, Bormann a été déclarée coupable de crimes de guerre à Auschwitz. Elle a été condamnée à mort par pendaison. Bormann a été transférée dans une prison à Hameln, en Allemagne, pour attendre son exécution. Comme mentionné précédemment, la nuit avant sa mort, elle est restée éveillée à chanter des chansons nazies avec d'autres criminels nazis. Bormann a été exécuté le 13 décembre 1945. Le sort de son chien est inconnu. Hildegard Leichert, la maîtresse ensanglantée de Ravensbrück. La liste des Aufseherinnen infernales se poursuit avec Hildegard Leichert, née le 19 février 1920, fille illégitime d'un ouvrier métallurgiste. La jeunesse de Leichert a été marquée par sa participation aux organisations féminines nazies. Elle a postulé pour le poste d'Aufseherin à la fin de 1941 ou au début de 1942, probablement à la suite d'une annonce ou par l'intermédiaire d'une amie. Le premier poste de Leichert fut à Ravensbrück, mais elle a rapidement été transférée à Auschwitz. En 1944, elle s'était déplacée à Majdanek, où elle gagna le surnom de Brigitte la sanglante pour sa cruauté extrême. Les survivants décrivaient Leichert comme une sadique qui prenait plaisir à infliger de la douleur. Elle aimait diriger les appels ou appels avec une rigueur terrifiante. Ces appels étaient souvent accompagnés de punitions physiques si elle estimait que les prisonniers ne se comportaient pas comme elle l'attendait. Elle ordonnait ce qu'elle appelait des « sports », des exercices épuisants conçus pour épuiser les détenus. Ces activités comprenèrent la course, les squats et d'autres tâches physiquement exigeantes qui pouvaient durer des heures. L'un de ces moyens de punition les plus notoires était l'utilisation du fouet. Leichert portait un fouet qu'elle utilisait fréquemment, frappant les prisonniers au visage et sur le corps jusqu'à ce qu'ils saignent. Elle semblait tirer une satisfaction de voir la douleur et le sang de ses victimes. Son utilisation du fouet était si fréquente et sévère qu'elle est devenue l'une de ses caractéristiques définissant aux yeux des survivants. Leichert utilisait également son chien comme un outil de terreur. Elle avait entraîné son chien à attaquer les prisonniers sous son ordre. La simple vue de Leichert s'approchant avec son chien suffisait à inspirer la peur chez les détenus, car ils savaient que l'animal pourrait être lancé contre eux à tout moment. Les attaques du chien étaient brutales et pouvaient causer des blessures graves, voire la mort. Sa cruauté s'étendait aux prisonniers les plus jeunes et les plus vulnérables. Des témoins ont raconté comment Leichert jetait les enfants dans des camions, les traitant avec un mépris total pour leur sécurité. Comme la plupart des Aufseherinnen les plus cruels, elle participait au processus de sélection. Les survivants ont témoigné plus tard qu'elle semblait tirer un plaisir particulier à envoyer les enfants juifs dans les chambres à gaz. Leichert a été jugée pour la première fois par le gouvernement polonais lors des procès d'Auschwitz en 1947. Elle a nié toutes les accusations, affirmant qu'elle avait été contrainte d'agir sous les ordres. Malgré sa défense, elle a été condamnée à 15 ans de prison. Elle a été à nouveau jugée lors du troisième procès de Majdanek, de 1975 à 1981, où elle a été déclarée coupable d'être complice des meurtres de dizaines de personnes et de participation aux sélections. Pendant le procès, Leichert s'est même présentée aux élections européennes sur la liste d'un parti d'extrême droite allemand. Répondant aux accusations, elle a regretté le temps passé dans les camps de concentration, qu'elle a décrit comme extrêmement sales pendant les pluies. Finalement, Leichert a été condamnée à 12 ans de prison. Comme elle avait déjà purgé 15 ans, elle a été libérée. Hildegard Leichert
que les prisonniers des camps de concentration décrivaient comme l'Aufserin la plus brutale, est morte en 1995 sans rendre compte des choses horribles qu'elle a faites. Elisabeth Volkenrath, la bourreau d'Auschwitz. La liste des femmes qui ont commis les actes les plus diaboliques pendant le Troisième Reich est assez longue. L'une d'elles fut Elisabeth Volkenrath, née le 5 septembre 1919 à Schönau, près de Bad Landeck, en Silésie. Elle s'est mariée à 20 ans avec un homme qui travaillait pour les SS. Avant la guerre, elle travaillait comme coiffeuse dans un salon de beauté. En 1939, elle a été appelée pour le service national et a travaillé dans une usine de munitions. Puis, en 1941, elle a été recrutée pour travailler pour les SS et envoyée pour suivre une formation d'Aufseherin à Ravensbrück. À Ravensbrück, elle a reçu une formation sur le contrôle des prisonniers où on lui a appris à utiliser tous les moyens nécessaires pour soumettre les prisonniers. Elle a déclaré qu'elle ne s'était jamais vraiment convertie en membre des SS, mais qu'elle portait l'uniforme et surveillait les camps de concentration. Sa première affectation fut également à Ravensbrück, où elle était responsable de prévenir les évasions de prisonniers. En mars 1942, elle a été envoyée à Auschwitz-Bruns, où elle supervisait les prisonniers dans l'atelier de couture et s'occupait plus tard de la distribution des colis et du pain à Birkenau. En 1943, Volkenrath a été transférée à nouveau à Auschwitz-Bruns et y est restée jusqu'en janvier 1945, date à laquelle elle a été envoyée à Bergen-Belsen. Dans ce camp, elle a occupé plusieurs postes, y compris celui d'Aufseherin, de Rapportführerin, chef des rapports, et enfin d'Oberaufseherin, supervisant plusieurs Aufseherinnen. À Auschwitz, le rôle de Volkenrath impliquait la supervision directe des prisonniers. Elle était notoire pour ses méthodes dures et violentes pour maintenir l'ordre. Joséphine Singer, une survivante, a témoigné avoir vu Volkenrath jeter une femme dans un escalier. C'était un acte de violence qui montrait qu'Elisabeth n'avait aucune considération pour la vie humaine. Singer a également relaté que Volkenrath frappait constamment les prisonniers avec ses poings, leur causant des blessures graves. Lydia Sunshine, une autre survivante d'Auschwitz, a décrit comment Volkenrath patrouillait dans le département des colis, où elle était responsable de superviser la distribution des colis aux prisonniers. Sunshine a relaté des cas où Volkenrath accusait les prisonniers de volume et répondait en les battant sévèrement. Sunshine a admis qu'elle ne connaissait pas initialement le nom de Volkenrath, mais qu'elle reconnaissait son visage comme celui d'une brutale superviseuse. Il y eut de nombreux témoignages sur la cruauté de Volkenrath, décrivant comment elle entrait sans préavis dans les baraquements des prisonniers, confisquait de la nourriture et des vêtements et frappait les détenus. Volkenrath avait aussi l'habitude de tirer les cheveux des prisonniers et de les gifler sans provocation. Hilda Loftier, une autre survivante, a confirmé ces récits, ajoutant que les abus de Volkenrath conduisaient souvent à la mort. Loftier a mentionné que Volkenrath affamait les prisonniers comme punition, provoquant leur mort lente et douloureuse. Un incident particulièrement déchirant, décrit par les survivants du camp, raconte l'histoire d'une prisonnière malade surprise, en train de voler des légumes. Volkenrath a forcé la prisonnière à s'agenouiller pendant des heures, tenant les légumes volés au-dessus de sa tête. Lorsque la prisonnière ne pouvait plus maintenir la position en raison de l'épuisement, Volkenrath s'est mise en colère et l'a battue sévèrement. La prisonnière est restée immobile pendant des heures après la raclée. Neger a également été témoin de Volkenrath fouettant les prisonniers avec des bâtons pour des infractions mineures, comme ne pas boutonner correctement leur manteau. Alexandra Siwidowa, une autre témoin, a décrit comment Volkenrath frappait les prisonniers à mort avec divers objets, y compris des bâtons en caoutchouc. Siwidowa a témoigné avoir vu Volkenrath frapper des femmes jusqu'à ce qu'elles perdent connaissance à de nombreuses reprises. Le témoignage d'Edith Trigger a corroboré celui de Siwidowa, soulignant la propension de Volkenrath à la violence extrême. La cruauté d'Elisabeth Volkenrath s'étendait au-delà des coups physiques. Elle participait également à ce que l'on appelait « faire du sport », un euphémisme pour obliger les prisonniers à participer à des exercices physiques épuisants comme punition. Ces exercices étaient souvent physiquement épuisants et conçus pour briser l'esprit des prisonniers. On savait que Volkenrath supervisait et participait à ces activités, s'assurant que les prisonniers souffraient. Comme on pouvait s'y attendre, Volkenrath a été impliqué dans les sélections pour les chambres à gaz.
Malgré ces dénégations lors de son procès, de nombreux témoins ont témoigné qu'elle avait joué un rôle actif dans la sélection des prisonniers pour l'extermination. Volkenrath a été arrêtée par les Britanniques lorsque Bergen-Belsen a été libérée en avril 1945. Elle a été accusée de crimes de guerre tant à Auschwitz qu'à Bergen-Belsen. Son procès a commencé le 17 septembre 1945 et s'est terminé le 17 novembre 1945. Volkenrath a nié la plupart des accusations, affirmant qu'elle ne faisait que suivre les ordres et qu'elle était souvent malade. Malgré sa défense, elle a été déclarée coupable et condamnée à mort par pendaison. La veille de son exécution, Volkenrath faisait partie du groupe d'Offizierinnen qui chantait des chansons nazies. Elles sont toutes mortes le 13 décembre 1945 aux mains du célèbre bourreau britannique Albert Pierrepoint et ont été enterrées dans la cour de la prison de Hameln. Maria Mandl, la louve d'Auschwitz. Maria Mandl fut également l'une des gardiennes féminines les plus infâmes du système des camps de concentration nazis. Née le 10 janvier 1912 à Münzkirchen en Haute-Autriche, Mandl a rejoint le parti nazi en 1938 à l'âge de 26 ans. À cette époque, elle était une jeune femme confiante. Cette même année, elle a commencé à travailler dans un camp de concentration. Avant cela, elle travaillait comme employée de bureau. Décrite comme grande, blonde et impeccable, Mandl avait une admiration fanatique pour la beauté et la musique. Mais, malgré ses goûts apparemment raffinés, elle était une bête notoire pour sa brutalité extrême. Mandl a commencé sa formation en tant qu'Offizier et a été affectée pour la première fois au camp de concentration de Lichtenburg. En mai 1939, elle a été transférée à Ravensbrück, puis en 1942 à Auschwitz-Birkenau. À Auschwitz, elle avait au moins 2 amants et gardait un cheval pour son plaisir. La cruauté de Mandl était bien documentée par les survivants, qui la décrivaient comme un démon, aussi cruel que n'importe quel officier masculin des SS. Mandl était connue pour ses agressions physiques brutales contre les prisonniers. Elle avait une façon particulière de frapper les femmes, destinée à provoquer la plus grande douleur et souffrance. Le premier coup qu'elle donnait faisait souvent saigner la victime du nez, et elle était capable de briser la mâchoire d'un prisonnier d'un seul coup. Ces attaques n'étaient pas seulement un moyen de punir, mais aussi une façon d'affirmer sa domination et d'inspirer la peur parmi les détenus. La cruauté psychologique de Mandl était aussi implacable que la cruauté physique. Elle traitait les prisonniers comme de simples numéros, les dépouillant de leur humanité et de leur individualité. Quotidiennement, elle et d'autres femmes des SS rappelaient aux prisonniers qu'ils n'étaient que des esclaves, sans espoir de retourner chez eux ou d'être rappelés par quelqu'un. Ce qui distinguait Mandl, c'est qu'elle aimait exercer son pouvoir de la manière la plus arbitraire et capricieuse. Si un prisonnier osait la regarder et qu'elle le percevait comme une insulte, ce prisonnier disparaissait, souvent pour ne plus jamais être revu. Ces caprices dictaient le destin de nombreux prisonniers et personne n'était à l'abri de sa colère. Elle utilisait aussi des chiens pour tourmenter les prisonniers, mais d'une manière particulière. Elle lâchait ses chiens sur les prisonniers et les obligeait à courir vers une clôture électrifiée pour échapper à l'attaque et à la mutilation. Ceux qui parvenaient à atteindre la clôture mouraient électrocutés. Un aspect particulièrement horrifiant du traitement de Mandl envers les prisonniers fut sa participation aux sélections à Auschwitz. Elle jouait un rôle direct dans la décision de qui vivrait et qui serait envoyé dans les chambres à gaz. Les survivants ont raconté comment Mandl participait à des inspections terrifiantes où les médecins du camp cherchaient dans les vagins des jeunes femmes des objets de valeur cachés ou des signes de grossesse, l'un ou l'autre pouvant entraîner une exécution immédiate. Mandl obtenait un plaisir pervers lors de ces inspections, et elle se montrait particulièrement satisfaite lorsqu'elle découvrait qu'une jeune fille était vierge. La cruauté de Mandl ne connaissait pas de limites et s'étendait également aux enfants. Elle avait l'habitude d'adopter des enfants juifs pour de courtes périodes, les traitant bien pendant quelques jours avant de les envoyer à la mort. Un récit glaçant impliquait un enfant polonais qui est arrivé au camp avec sa mère. Mandl a pris l'enfant, l'a couvert d'attention et de friandises pendant une semaine, puis l'a froidement livré à la chambre à gaz. La nature contradictoire de Mandl se manifestait dans ses interactions avec les prisonniers plus âgés. Bien qu'elle montrait souvent une extrême cruauté, elle réalisait parfois des actes de gentillesse
comme donner des rations supplémentaires ou de la nourriture aux prisonniers. Mandel était profondément attaché à Alma Rosé, la directrice de l'orchestre des femmes. Lorsque Rosé est morte, Mandel l'a pleuré ouvertement. Ce fut une manifestation extrêmement rare d'émotion pour une officier des SS. Cependant, cette rare lueur d'humanité ne l'a pas absoute de ses crimes. De plus, le sentiment pour Rosé était probablement lié à l'amour de Mandel pour la musique. Elle était responsable de l'orchestre des femmes du camp. Mais même dans ses rôles, Mandel montrait la complexité tordue de son caractère. Elle rassemblait l'orchestre pour des occasions de meurtre de masse et envoyait les prisonniers dans les chambres à gaz. Les musiciens étaient obligés de jouer tout en observant des dizaines de personnes se faire tuer à seulement quelques mètres de distance. Mandel utilisait la musique, qui aurait pu être une source de réconfort, comme un autre outil dans son arsenal de cruauté. Elle servait à apaiser les prisonniers avant qu'ils ne soient soumis à la brutalité. Au printemps de 1944, Mandel a reçu la croix du mérite de guerre de 2e classe pour son service à l'État nazi. Plus tard cette année-là, elle a été envoyée dans un sous-camp de Dachau et a ensuite fui en mai 1945, lorsque les soldats alliés s'approchèrent du camp. Elle a été arrêtée par des soldats américains et remise aux autorités polonaises pour son procès. Mandel a été jugé pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité par le Tribunal national suprême de Pologne. Malgré les tentatives de son équipe de défense pour la présenter comme une simple personne qui suivait les ordres, les témoignages des témoins et ses propres actions ont démontré le contraire. Mandel a été déclarée coupable et condamnée à mort par pendaison. Elle a été exécutée le 18 janvier 1948. Esprit monstrueux, les femmes qui ont incarné le mal nazi. Une série de procès menés après la guerre, qui se sont prolongés jusqu'au début des années 1980, ont choqué le monde avec les faits sur les choses diaboliques que les femmes ont commises au service du monstrueux régime nazi. Dans une société traditionnaliste où les hommes étaient considérés comme les piliers forts de la société et les femmes comme le sexe fragile et doux, il était particulièrement difficile d'imaginer les actes décrits par les survivants des camps d'extermination. Naturellement, tant les gens que la communauté scientifique ont commencé à se demander pourquoi elles l'ont fait. Étaient-elles des personnes ayant des problèmes de santé mentale et, si ce n'était pas le cas, quelle était leur motivation pour commettre de telles atrocités? Les gardiennes nazies, par exemple, ont maltraité les prisonniers pour plusieurs raisons. Une raison clé était la croyance en la supériorité biologique aryenne, qui était centrale dans l'idéologie nazie. Cette croyance a conduit à un sentiment de suprématie naturelle, bien que cela ne puisse à lui seul expliquer le comportement sadique de nombreuses femmes. Certaines sont devenues des criminels endurcis capables d'actes horribles, simplement parce qu'elles en avaient l'opportunité. Elles ont pris la décision délibérée d'abuser de prisonniers sans défense, ce qui n'a fait qu'aggraver l'environnement et l'idéologie dans lesquels elles étaient immergées. En vérité, la violence commise par ces femmes n'était pas exclusivement liée à leur arrière-plan nazi. Tout au long de l'histoire, de nombreuses femmes ont fait des choses similaires, en particulier celles au pouvoir. Des exemples incluent Boudica, une reine guerrière du peuple Iceni, qui a massacré 70 000 Romains en East Anglia, Catherine de Médicis, reine de France, accusée pour le massacre du jour de la Saint-Barthélemy, où des milliers de protestants français ont été tués, ou la reine Marie Ier d'Angleterre, connue sous le nom de Marie la Sanglante. Toutes ces femmes ont utilisé la violence comme moyen d'atteindre leurs objectifs et, étant donné qu'elles étaient des dirigeantes, elles avaient le pouvoir de le faire. De la même manière, les femmes dans les camps nazis ont agi avec un sens de l'opportunité et du pouvoir, utilisant leur rôle pour exercer un contrôle et infliger de la douleur aux prisonniers. Curieusement, les profils psychologiques de ces femmes n'ont pas révélé un sadisme inhérent ni une propension à la violence. Au contraire, beaucoup étaient des individus ordinaires qui sont devenus capables d'une cruauté extrême dans le contexte de leur environnement, dans lequel la propagande constante et l'endoctrinement ont joué un rôle significatif. Ces femmes étaient convaincues que leurs actions étaient justifiées et le régime nazi a créé un environnement où la violence contre les ennemis désignés était même encouragée et récompensée. La propagande nazie présentait les Juifs et d'autres indésirables comme des menaces pour la race aryenne, fomentant la haine et la peur parmi la population allemande, y compris les femmes. Cet endoctrinement a conduit de nombreuses Officerinnen à croire que leurs actions violentes étaient nécessaires et justifiées.
Il existait également la crainte d'être perçue comme une ennemie de l'État si elles ne se conformèrent pas, ce qui poussait également les femmes à participer à la violence. D'autre part, les femmes qui travaillaient pour les SS étaient récompensées pour leur cruauté. Un tel renforcement constant de la violence comme moyen d'atteindre les objectifs du régime nazi a conduit de nombreuses femmes à commettre des actes atroces. Même celles qui, au départ, ne montraient pas de tendance violente, sont devenues capables d'une cruauté extrême dans le contexte de la société nazie. En fin de compte, nous en arrivons à la conclusion que la propagande, l'endoctrinement et l'environnement du régime nazi ont joué des rôles importants dans la formation du comportement des femmes monstres. Combiné avec le choix personnel, l'opportunité et un environnement qui favorisait la violence, cela a conduit de nombreuses femmes à devenir les auteurs de certains des crimes les plus diaboliques de l'histoire humaine.